Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Amira, je suis psychanalyste jungienne et psychosomatothérapeute plénière intégrative. Je suis également thérapeute familiale, coach et médiatrice. Dans mes vidéos, je vous partage mes connaissances et mes compétences personnelles et professionnelles pour vous sensibiliser à un sujet. Je vous expliquerai les problèmes, les conséquences et les solutions liées à ce sujet. Alors c'est parti. Aujourd'hui, le thème que je vais aborder est la procrastination. Qu'est-ce que c'est? La procrastination est cette tendance à remettre systématiquement au lendemain les choses qu'on pourrait faire aujourd'hui. Autrement dit, c'est repousser les actions à plus tard. Je tiens à préciser que la procrastination n'est pas une maladie. C'est un terme utilisé en psychologie pour évoquer ce comportement. On repousse les choses à plus tard en disant qu'on les fera le lendemain, dans une semaine ou dans un mois, mais souvent les actions à réaliser sont remplacées par des occupations secondaires et non urgentes. J'ai choisi ce sujet pour vous en sensibiliser et pour vous proposer des solutions, mais aussi parce que beaucoup de personnes confondent procrastination et paresse. Nous allons voir la différence. Comme vous le savez, le paresseux est dans l'inaction. Pour lui, ce n'est pas un problème d'être dans cet état. Il n'y a pas de remise en question parce que ce n'est pas un problème pour lui. Il peut prendre même du plaisir à être dans cet état. Il évite tout ce qui demande des efforts et de l'énergie. Le paresseux donne peu ou pas d'importance à une activité productive et il n'attend pas forcément de résultats. Quant au procrastinateur, lui, il peut être dans l'inaction, mais il est souvent dans l'action à réaliser une autre activité que celle qui s'était fixée. Le procrastinateur, lui, est dérangé. C'est une vraie problématique pour lui, il se pose beaucoup de questions et il se culpabilise. Il n'aime pas se retrouver dans cet état, il cherche des solutions pour s'en sortir. Il fournit beaucoup d'efforts et d'énergie. Le procrastinateur donne une trop grande importance à l'activité. Il y a en lui trop d'anticipation par analyse de toutes les conséquences éventuelles liées à cette tâche. Le procrastinateur a du mal à se mettre au travail, surtout quand il n'obtient pas des résultats positifs et immédiats. Il peut être perfectionniste. Voyons à présent les causes de cette tendance. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la procrastination. Commençons par les facteurs psychologiques. Les pensées négatives sont des postulats préétablis et dysfonctionnels. C'est notre propre jugement qui n'est pas juste sur la capacité à réaliser une tâche. Autrement dit, ce sont ces fameuses phrases qui tournent en boucle dans notre tête, comme par exemple « je n'y arriverai pas »,« je suis nul »,« ce n'est peut-être pas fait pour moi ». Ceci est dû au doute et à la difficulté de prendre des décisions liées à un manque de confiance en soi. Il y a également les multiples questionnements, comme par exemple « je sais que je dois le faire, mais je ne sais pas par où commencer » ou bien « qu'est-ce que je dois faire ? Comment agir ?» Le cerveau réfléchit à toutes ces questions et il consomme de l'énergie, ce qui peut provoquer une fatigue mentale et entraîner une passivité et faire qu'on repousse les tâches à plus tard. Il y a également le stress et l'anxiété générés par l'idée de l'activité, ce qui va amener à la repousser le plus longtemps possible. Les méthodes d'organisation et de gestion du temps inadaptées peuvent aussi repousser la réalisation d'un objectif, comme par exemple quand on se dit « je n'ai pas le temps » ou « je suis mal organisé ». Parlons ensuite des facteurs émotionnels, en commençant par les différentes peurs. Comme vous le savez, il y a la peur de l'échec, la peur de réussir, la peur du regard de l'autre, la peur du changement, de l'inconnu. On parle souvent de peur, mais on oublie de citer que la procrastination peut être due à de la tristesse ou à de la colère suite à un deuil ou un chagrin d'amour. Il y a également des facteurs biologiques. Commençons par l'autonomie du cerveau qui aurait un lien avec la procrastination. L'amygdale et le cortex singulaire sont deux zones du cerveau qui sont activées lors d'une prise de décision. L'amygdale va nous prévenir des éventuels dangers et le cortex singulaire
va analyser toutes les données et va nous dire ce qu'on doit faire. Les personnes qui auraient un amygdale plus développé seraient celles qui procrastineraient le plus, car elles verraient plus de conséquences négatives à leurs actes. Aussi, le déséquilibre entre amygdale et cortex singulaire fait que ces personnes ont plus de mal à prendre une décision. L'épuisement physique peut être aussi la cause du remettre à plus tard. Cela peut être dû à un manque de sommeil ou à sa mauvaise qualité, mais aussi à des troubles hormonaux comme des troubles de la thyroïde ou dû à une carence en vitamine D ou à une activité physique intense ou à d'autres problèmes. Il y a ensuite des facteurs économiques et matériels, comme par exemple quand on se dit « j'aimerais bien me lancer, mais je n'ai ni le budget ni le matériel pour y arriver ». Des facteurs environnementaux, comme le climat qui joue sur le moral, ou la distraction de l'environnement, peuvent faire qu'on repousse une tâche à plus tard. C'est le cas des réseaux sociaux, des jeux vidéo, des jeux en ligne. Il y a aussi des éléments perturbateurs de l'extérieur qui tombent bien et qui servent de prétexte à repousser la tâche, comme par exemple les coups de fil ou les visites inattendues. Et enfin, cette tendance peut être due aux aspects négatifs de la tâche en elle-même, c'est-à-dire que la tâche peut être complexe et difficile à réaliser, ou bien elle peut prendre plus de temps que prévu, comme par exemple quand on veut remplir un papier en 5 minutes, mais qu'au final on aura pris 50 minutes parce qu'il fallait chercher des détails sur d'autres papiers. Ou bien cette tâche peut être ennuyeuse, donc on s'oriente vers d'autres activités plus amusantes, mais souvent cette activité sera secondaire et non prioritaire. Nous avons vu les causes, voyons à présent les conséquences de cette tendance. Pour vous parler des conséquences, je vous présente le cercle vicieux de la procrastination. La procrastination, comme vous le savez, entraîne une absence de résultat, ce qui va provoquer un sentiment de culpabilité et de frustration, générant du stress et de l'anxiété, provoquant du doute, une faible estime de soi, une perte de confiance en soi, réconfortant les facteurs limitants comme les pensées ou émotions négatives, créant un nouveau cycle de procrastination. Ce nouveau cycle de procrastination va réconforter davantage l'absence de résultats, le sentiment de culpabilité ou de frustration, le stress, l'anxiété, le doute, une faible estime de soi, une perte de confiance, réconfortant davantage les facteurs limitants, créant un nouveau cycle de procrastination. Il y a bien sûr d'autres conséquences comme une dégradation des relations familiales et professionnelles, de la honte, une dévalorisation de soi. Plus il y aura de cycles, plus il y aura de résistance et de répétition. Alors allons vers les solutions. C'est ici, dans mon cabinet de psychothérapie, que je vais vous présenter des solutions. Je vais vous proposer des solutions, mais choisissez celle qui répondra mieux à votre problème. Commençons d'abord par les solutions contre les pensées négatives. Dans un premier temps, il ne faut pas essayer de lutter contre, mais plutôt les accepter et les identifier. Ces phrases négatives seront essentielles pour une bonne réflexion et une bonne introspection. Pour cela, notez les phrases négatives qui arrivent dans votre tête avant de repousser une tâche. Dans un deuxième temps, essayez de bien identifier les raisons de votre report lorsque vous prévoyez de travailler. Est-ce de l'ennui, du stress, une dévalorisation ou d'autres prétextes? Bien identifier ces prétextes vous permettra de prendre conscience plus facilement que vous passez en mode procrastination. Adoptez des méthodes d'organisation et de gestion du temps plus adaptées à votre situation. Voici des méthodes d'organisation et de gestion du temps en toute simplicité contre la procrastination. Premièrement, définissez vos priorités, c'est-à-dire quelles sont les activités qui sont les plus importantes pour vous, celles qui devront être réalisées en urgence. Cela va vous permettre de distinguer les activités prioritaires des activités secondaires et va vous éviter d'être parasité. Parmi toutes les activités prioritaires que vous aurez définies, fixez-vous une ou deux activités qui soient simples et facilement atteignables sans vous surcharger. Ne placez pas la barre trop haut,
car si vous ne l'atteignez pas, vous risquez d'être frustré, mais ne la placez pas trop bas non plus, car vous aurez un manque d'adrénaline. Cela va vous sembler si simple que vous n'aurez pas envie de vous lancer. Alors choisissez votre niveau, celui qui vous semble le plus juste, sans vous comparer aux autres. Troisièmement, découpez les tâches en plusieurs étapes. Mieux vaut scinder votre objectif en plusieurs petites étapes, simples et claires, pour éviter tout ce qui est complexe et flou. Quatrièmement, faites une liste des choses à faire de manière structurée. C'est-à-dire lister raisonnablement dans une première colonne ce que vous pouvez faire dans la journée en activité ou en sous-activité. Dans une deuxième colonne à côté, notez le temps que ça pourrait vous prendre. Dans une troisième colonne, notez l'heure à laquelle vous souhaitez débuter et l'heure à laquelle vous souhaitez vous arrêter. Dans une quatrième colonne, dessinez 3 petites cases au-dessus desquelles vous allez inscrire respectivement fait, à finir et non fait. Et enfin, dans une dernière colonne, inscrivez commentaire. On peut commencer par la tâche la plus difficile ou la plus facile, mais personnellement, je commencerai par la tâche la plus difficile pour s'en débarrasser au plus vite. Ce petit tableau va vous permettre de visualiser la tâche dans son ensemble, d'avoir un suivi et d'analyser votre propre comportement. À la fin de la journée, si vous avez coché la case « fait » ou « à finir », alors bravo à vous. Essayez de vous féliciter par des paroles positives et en vous auto-récompensant par quelque chose qui vous fera plaisir, comme un petit morceau de chocolat ou un petit cadeau lors d'un shopping ou un moment de détente. Inscrivez dans la colonne « Commentaires » toutes les bonnes choses que vous vous êtes dites et qu'est-ce que vous vous êtes offert. Vous pouvez également me le partager en commentaire. Par contre, si vous avez coché la case « Non fait », surtout ne vous auto-punissez pas par des reproches, mais au contraire, inscrivez dans la colonne « Commentaires » ce qui vous a semblé le plus difficile à réaliser. Essayez aussi d'analyser pourquoi vous n'avez pas réussi et de mettre des actions correctives en place pour avancer quelque pas. Utilisez également des phrases de psychologie positive, comme par exemple « Je n'ai peut-être pas réussi aujourd'hui, mais en analysant les erreurs d'aujourd'hui, je ne les referai plus le lendemain. » Concernant la gestion du temps, ayez toujours un minuteur ou une horloge devant vous. Planifiez également vos plages horaires propices à la productivité, c'est-à-dire choisissez vos moments optimums. Par exemple, si vous êtes matinal, privilégiez les matins pour vous lancer. À l'inverse, si vous êtes plutôt productif le soir, lancez-vous à ce moment-là. Mais faites attention à la durée et à la qualité de votre sommeil qui pourrait impacter votre productivité. Réservez suffisamment de temps pour les imprévus et les pauses. Avancez à votre rythme, que ce soit en mode lapin ou en mode escargot, ce sera votre rythme, acceptez-le et ne vous comparez pas. Ensuite, concernant les facteurs émotionnels, il est encore une fois important d'accepter et d'identifier toutes les émotions qui vous traversent avant la prise de décision de repousser une tâche à plus tard. Est-ce de la colère? Est-ce de la tristesse? Est-ce de la peur? Si oui, de quel genre? Est-ce une peur de réussir, une peur d'échouer, une peur du regard de l'autre? Ou bien est-ce de la tristesse liée à un deuil par exemple, ou de la colère liée à une injustice? Il est important de noter tout cela sur un papier et de se demander pourquoi elles sont là. Si vous avez vos réponses, vous pouvez essayer de les transformer en une force qui vous permet d'avancer et non en une faiblesse qui vous bloque. Encore une fois, si vous avez du mal à savoir ce que vous avez et que vous n'arrivez pas à cette transformation, il est important de se faire accompagner par un thérapeute spécialisé dans ce domaine. Concernant les facteurs biologiques, comme je vous l'avais expliqué, l'amygdale nous prévient des dangers et le cortex singulaire analyse les données et va nous dire ce qu'on doit faire. C'est génial, n'est-ce pas? Par contre, c'est moins agréable quand on voit le danger partout. Mais c'est possible de rééquilibrer l'amygdale et le cortex singulaire par les psychothérapies. Alors faites-vous accompagner. Évitez également les activités physiques trop intenses et adoptez une meilleure hygiène de vie. Je vous conseille également de consulter votre médecin traitant afin de réaliser un bilan sanguin pour contrôler si vous ne souffrez pas de troubles hormonaux, de carences en vitamines ou d'autres problèmes de santé. En ce qui concerne les problèmes de budget ou de matériel, commencez par les tâches qui ne dépendent pas de ces facteurs.
Pour celles qui en dépendent, essayez de voir si ces aides peuvent venir de l'État, des associations, de votre entourage ou de vos propres économies. À vous de voir où vous pouvez les solliciter. Optez pour un cadre de travail sans distraction. Par exemple, en choisissant un lieu calme, propice au travail, ou en fuyant les réseaux sociaux, ou en coupant son portable, ou bien en prévenant l'entourage que vous allez travailler et que vous ne souhaitez pas être dérangé pour un certain temps. Face à la complexité de la tâche, nous l'avons vu, l'astuce est donc de la scinder en plusieurs sous-parties pour qu'elle soit plus facile à comprendre et à réaliser pas à pas. Si l'activité est ennuyeuse, trouvez des astuces pour la rendre plus ludique, par exemple en faisant appel à votre imagination et faire le travail sous forme de jeu. Concernant la durée que peut prendre cette tâche, essayez ni de la sous-estimer ni de la surestimer, mais soyez raisonnable. Et encore une fois, prévoyez du temps pour les imprévus et les pauses. La prise de conscience est la première étape vers la délivrance. Alors j'espère que ma vidéo vous a fait prendre conscience de certaines choses et que vous allez la partager à votre entourage. C'est avec plaisir que je vous accueillerai pour des séances de psychothérapie, soit dans mon cabinet, soit à distance, partout où que vous soyez dans le monde. Vous retrouverez mes détails sur les réseaux sociaux et sur les liens affichés sur ma chaîne. C'est avec plaisir que je lirai vos commentaires ci-dessous et que je répondrai à vos questions à l'adresse email affichée ci-dessus. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et en attendant, prenez soin de vous.